On fait toujours passer l'autre avant soi. Alors après, je pense que on est très doué pour trouver des petits trucs qui vont bien. Ah bah non, ce soir non, parce que le gamin, il faut que je l'emmène chez le dentiste, donc moi je peux pas y aller. Ou alors, ah bah non, mais c'est le seul soir de la semaine où je peux aller à la piscine. Enfin, donc on se trouve aussi des excuses par rapport à ça. Quand on parle de santé en Corrèze, les données qui parlent le plus, c'est forcément celles autour de la prévention et du dépistage. En Corrèze, aujourd'hui, pour le dépistage du cancer du sein, on va être proche des 49% quand l'objectif national il est autour de 70%. Il a fallu que j'arrive à la ménopause pour que je me dise ah oui, il s'est passé ça, et puis ça, et puis ça. Et puis voilà, parce qu'il n'y a pas que la ménopause, il y a le désir d'enfant, il y a l'endométriose, il y a tout ce que peut traverser une femme et qui endommage beaucoup. J'ai oublié en fait d'écouter mon corps. Et en décembre dernier, j'ai eu une thyroïdectomie parce que justement j'avais en fait oublié, j'avais minimisé en fait la douleur, puisque un sportif en fait il sait en fait il est en capacité de se dire je peux aller toujours plus loin, et donc du coup effectivement ce petit nodule s'est transformé et il a fallu en fait faire l'ablation de la thyroïde. Alors la dernière fois que j'ai pris rendez-vous chez le médecin, c'était pour mon fils. Pour moi, franchement, je sais plus. Mon dernier bilan, il doit dater d'avant ma deuxième grossesse, donc ça fait oh là là, je préfère pas compter. Hein. Bon, entre mon travail et ma mère que je vais voir tous les jours, honnêtement, c'est clair que je passe en dernier. Je dors mal, je suis fatiguée tout le temps, mais bon, c'est pas une maladie, je crois, la fatigue. Enfin, je crois pas. J'avais un rendez-vous chez le gynéco en janvier, alors je l'ai décalé en mars, puis en mai, et là il est il est en septembre, je crois bien. Donc à chaque fois je me dis c'est pas le moment, mais en vrai c'est jamais le moment. Prendre soin de ma santé. Alors j'ai commencé, j'ai téléchargé une appli de sport, j'ai dû l'ouvrir 1-2 fois, après elle est restée dans le téléphone, et j'ai reçu aussi un courrier de dépistage que j'ai ouvert, j'ai posé de côté, je me suis dit que j'y reviendrais, et j'avoue que oui, je le ferai, bientôt. Il y a un moment que l'on garde pour soi, une fatigue, un doute, une douleur. On fait avec, on avance, sans rien dire. Et si ce soir, on osait en parler ? Prendre le temps de s'écouter, de mettre des mots sur ce qui pèse. Et si ce soir, on prenait soin de nous ? Je suis Florence Grisi. Bienvenue dans Même pas peur, en public. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Même pas peur, le podcast en public qu'on enregistre ici à Ussel. Alors, laissez-moi vous dire une chose, ce soir, c'est un peu particulier pour moi puisque c'est la première fois que j'enregistre un podcast en public ici, chez moi, sur les terres corréziennes. Et alors, je sais ô combien c'était important pour moi, pour Loïc, mon producteur aussi. Donc, nous sommes là, nous l'avons fait, et j'en suis ravie. Alors, ce soir, donc du coup, il y a un public qui est anonyme, il y a un public de Corréziens. Puis forcément, il y a des têtes connues. Donc, je suis un peu émue et fière à la fois. Donc, je vais avoir besoin de vous pendant tout cet enregistrement, pour que vous me donniez un peu de force, parce qu'il y a les 4 personnes qui nous attendent derrière, et ouais, merci. Alors, vous venez de l'entendre, les voix qui étaient juste avant le générique. Quand on se pose la question sur la santé, quand est-ce que vous avez pris soin de vous pour la dernière fois ? Prendre soin de soi, c'est des mots qu'on se répète comme une évidence, que l'on remet toujours à demain. Parce que forcément, on prend soin des enfants, on prend soin des parents qui vieillissent, du travail, de la maison, des courses, des autres. Toujours des autres. Et soi, ça peut attendre, forcément. On la connaît, la chanson, la douleur qu'on minimise, ça va passer. La fatigue que l'on porte comme un manteau, qu'on n'enlève jamais. Le rendez-vous qu'on annule parce qu'on n'a pas le temps. Pas le temps. Comme si notre corps, lui, avait tout son temps pour attendre. Et puis un jour, le cœur,
Et le corps parle plus fort. Il cogne, il serre, il lâche. Alors ce soir, j'ai eu envie de retourner la question. Et vous, si vous aviez vraiment écouté votre corps, qu'est-ce qu'il vous aurait dit que vous n'avez pas voulu entendre? C'est de ça que nous allons parler, de santé, de la vôtre. Et si on prenait soin de nous? C'est la question qui donne son titre à cette soirée. Alors un mot quand même pour situer ce podcast. Même pas peur, c'est un podcast qui donne la parole aux gens qui ont vécu quelque chose et qui acceptent de le raconter. Et ce soir, on enregistre sur une terre où l'on sait mieux qu'ailleurs ce que vaut un médecin qui reste. Une consultation que nous n'avons pas à aller chercher à 2 heures de route. Ça, c'est quelque chose qui est important ici, et je pense que les gens qui sont ici, en tout cas, en sont bien conscients. Les gens qui écoutent le podcast, je pense que peut-être eux aussi en sont conscients. Et puis, un mot important aussi, puisque ce soir, c'est pas une soirée de femmes, parce que j'ai pu l'entendre parfois. C'est pas non plus une soirée entre femmes, ni pour les femmes. Je vois des hommes. Alors, il y a des hommes, effectivement, qui ont été un peu contraints et forcés, j'en suis désolée, messieurs, de venir ce soir. Alors, il y a des pères, il y a des frères, il y a des conjoints, il y a des fils. Et vous êtes exactement à votre place. Parce que prendre soin des femmes de vos vies, c'est aussi savoir les écouter quand elles disent que ça va, mais aussi quand ça ne va pas. Alors au programme ce soir, des témoignages, des conseils et quelques jeux, parce que nous parlons de choses sérieuses, oui, mais sans se prendre au sérieux. Et une règle, il n'y en aura qu'une seule avec moi ce soir ici. Si vous avez une question qui vous brûle les lèvres, à n'importe quel moment de la soirée, je vous invite à lever la main. Et donc, il y a 2 personnes qui sont ici, et vous aurez juste à leur faire un petit coucou pour pouvoir prendre la parole, puisque cette conversation, aujourd'hui, c'est aussi la vôtre. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas seule ce soir, et je suis accompagnée de mes 4 mousquetaires, je pourrais dire. Je reçois 4 femmes qui n'ont pas froid aux yeux, et je vous demande de les applaudir chaleureusement. Salomé Ciblac, qui est responsable du Centre départemental de santé et plan ambition santé du Conseil départemental de la Corrèze. Véronique Pellamati, coordinatrice du Conseil local de santé de la ville d'Ussel et cadre de santé du centre hospitalier du Pays des Gurandes. Pauline Blé, comédienne et notre artiste de la soirée, et celle que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, Laura Flessel, quintuple médaillée olympique, sextuple championne du monde et ancienne ministre des Sports. Un maximum d'applaudissements pour elle. Alors, installez-vous confortablement, puisque nous commençons le podcast. Bonjour mesdames. Vous êtes bien installés dans le salon? Alors on va débuter le podcast par une première question. J'aimerais savoir en une phrase, mesdames, quel est votre rapport à votre propre santé? Parce que on le sait, c'est souvent malheureusement les cordonniers les plus mal chaussés. Salomé, tu es en face de moi, alors forcément je te regarde. Et ben du coup, tu as très bien résumé. Moi, je suis infirmière de formation et forcément, ma santé et mon rapport à la santé est très paradoxal. C'est-à-dire que théoriquement, je sais à peu près ce qu'il faut faire, de par mes compétences médicales, mais en pratique, du coup, j'ai plutôt tendance à laisser passer, consulter quand vraiment c'est très compliqué, et puis dire que ça va aller. Voilà. Pauline? Moi, mon rapport à la santé, il a changé en vieillissant. Plus je vieillis, plus je prends soin de moi, parce qu'il y a des choses qui se passent qui n'étaient pas prévues au programme. Et voilà. Puis aussi, en tant que comédienne, on travaille avec le corps. Du coup, il y a une attention un petit peu particulière sur est-ce que ça va. Mais parfois, effectivement, dans le flot de la vie, c'est pas évident de se ménager, parce que la vie va à 100 à l'heure. Voilà. Véronique? Moi, je vais continuer, effectivement, mais alors infirmière, oui, cadre de santé. En fait, je crois qu'on sait s'occuper des autres, parce que quelque part, c'est notre cœur de métier. Et un peu comme Salomé, demain, il fera jour, en fait. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est tous à la même enseigne par rapport à cet état de fait. Madame la ministre, Laura? Bonsoir à tous. Effectivement, moi, pendant 40 ans, mon corps a été une machine.
Donc du coup, effectivement, j'avais aussi toutes les personnes autour de moi qui me disaient attention, de la nutrition au sommeil, du sommeil à la condition physique. Et avec l'âge, on arrête et finalement on devient en fait actrice de son écoute. Et bien des fois aussi on oublie. Et c'est vrai qu'il y a le rappel à l'ordre. Il faut aussi penser à soi. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis ici ce soir. Rappelez ça. Salomé, je te regarde encore toi parce que effectivement tu es en face de moi et je pense que je vais commencer souvent par toi, mais je vais changer vraiment l'ordre promis. Quel est ton rôle exact et qu'est-ce qui t'a poussé à porter une journée comme celle-ci ? Alors, moi, je suis responsable du centre départemental de santé et du plan Ambition Santé, donc pour le conseil départemental de la Corrèze. Mon rôle, il va être à la fois opérationnel et partenarial, parce que du coup, je coordonne les activités et j'organise les soins au niveau du centre de santé. Et j'ai un rôle de partenariat pour promouvoir, du coup, toutes les actions qui sont menées dans le cadre de la politique du plan Ambition Santé. Ce qui m'a poussée à organiser cette journée, c'est tout d'abord une première réunion de partenariat avec Anne Rivet sur un copil du CLS, où du coup elle a présenté un constat et des thématiques, et où du coup on s'est dit, en fait, on y va. Enfin, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire et il y a une émulsion qui est née, et du coup on en est arrivé à porter cette journée, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, la santé des femmes... on n'en parle pas assez, on n'est pas assez sensibilisé, pas assez informé. Et on s'est dit, il faudrait réussir à réunir tous les acteurs du soin, à la fois associatifs, professionnels de santé et toute personne engagée dans le soin et la santé des femmes, pour pouvoir informer très largement toutes les personnes qui en ressentiront le besoin. Véronique, au quotidien, qui sont les femmes que tu accompagnes ? À quoi ressemble ton métier réellement ? Alors mon métier, effectivement, alors j'ai rien inventé, mais tout le monde soignant, la définition de l'OMS, effectivement, que la santé n'existe pas s'il n'y a pas aussi une prise en charge de la santé mentale, parce qu'on ne peut pas se couper par rapport à ça. Donc la santé mentale, oui, on est confronté à la vie qui va très vite, à l'évolution qu'on ne peut pas arrêter, et les gens se trouvent désarmés parfois. Alors, on parlait tout à l'heure de notre territoire rural, mais je crois que quelque part, on a un privilège. C'est-à-dire qu'on est tellement dans la ruralité qu'on a appris à se parler 2 fois plus vite que peut-être ceux qui sont en ville, qu'on arrive à se connaître. Et je pense que le travail en réseau et le respect du travail de l'autre nous font avancer 2 fois plus vite. Alors, oui, parce qu'effectivement, une idée qui passe, on la récupère et on la trouve bonne. L'avantage que l'on a effectivement sur le territoire, nous, donc centre hospitalier du Pays des Gurandes, donc effectivement c'est un centre uniquement ciblé sur la santé mentale, que effectivement notre directeur nous permet de nous investir, et notamment au niveau, je suis coordinatrice également du conseil local de santé mentale de la ville d'Ussel. Alors on est parti 2017, les débuts on savait pas trop. Et puis en fait, on s'est rendu compte que nos collègues du CCAS, la porte d'entrée, toujours complète, l'endroit où les gens viennent dire « Ah là là, mais là j'ai un problème de logement, là j'ai un problème de sécu, là je peux pas payer les tickets de cantine ». Et en fin de compte, elles avaient une manne d'informations. Et qu'on peut, effectivement... Alors attention, on n'est pas magicien, mais je pense qu'effectivement, si on met sur la table, si on se pose, si on essaye de poser des jalons, on arrive à trouver des réponses, des pistes, des stratégies, mais c'est pas grave, parce que après, on va pouvoir continuer dans le temps. Laura, le grand public vous connaît pour vos médailles, pour effectivement votre engagement politique, mais vous, votre rapport à votre corps, à votre santé, il a changé comment au fil de votre vie ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis petite, et c'est un petit clin d'œil, je disais à ma mère tout le temps, même pas peur. Et donc du coup, effectivement, même pas peur. Donc du coup, j'étais une petite fille en fait hyperactive. Le médecin avait décelé en fait cette hyperactivité, donc il a dit qu'il fallait que je fasse du sport. Ma mère est venue avec un juste au corps rose. Je lui ai dit non, mais j'ai les genoux écorchés comme mes frères. Je veux faire comme mes frères. Et donc du coup, elle a décelé aussi une capacité en fait à se faire gérer, à se faire plaisir. Alors c'est un mot qui va revenir beaucoup
dans mon discours parce que je regarde toujours la carafe à moitié remplie. Et donc du coup, pendant toute ma carrière, il y a eu en fait l'envie de faire plus pour briller plus et connaître en fait une réalité qui est se faire plaisir. Mais à côté de ça, lorsqu'on dit ça, il y a aussi des concessions. Alors c'est aussi pas sacrifice mais concession. Et dans la concession, c'est aussi en fait de temps en temps en fait pousser son corps à l'extrême pour aller chercher la performance. Et donc, à travers ce parcours de 10 à 20, de 20 à 30, de 30 à 40, et maintenant, aujourd'hui, Quinca est approchant des 55 000 kilomètres, et bien, quelque part, on est obligé, en fait, de regarder, et c'est vrai que ce rapport, moi, avec la santé, était, en fait, un atout. C'est un privilège, en fait, de pouvoir être doué. La seule chose, c'est que dans le monde de la compétition, on doit toujours aussi avoir des résultats à l'instant T. Et donc, du coup, effectivement, il a fallu, en fait, que j'apprenne à écouter mon corps et à comprendre quand j'avais peur, comprendre quand j'avais mal, comprendre quand il fallait, en fait, lever le pied, lâcher prise, on le dit souvent, mais c'était complexe. En revanche, la réalité, c'est que je voulais, en fait, aller très loin. Et donc, du coup, j'ai ménagé ma monture pour aller le plus loin possible. Et c'est vrai que c'était une période où je m'entraînais 40 à 45 heures d'entraînement par semaine, multiplié par 5 Olympiades. Donc, on parle de 25 ans. Donc, effectivement, je savais aussi qu'à la fin de ma carrière, l'âge osseux n'était pas l'âge osseux d'une personne de 40 ans. Mais qu'importe. J'étais rentrée dans des millions de foyers et j'avais aussi procuré des émotions qui font aussi qu'aujourd'hui, on sait dire oui. Mais effectivement, prendre soin de soi, c'est aussi quelque part faire don de soi. Et effectivement, on vit des paradoxes très forts, mais j'ai compris aussi à défaut que lorsqu'on ne s'écoutait pas, on finissait aussi à l'hôpital très souvent. Donc ce capital santé, j'ai envie de le bichonner aujourd'hui. Pauline, tu es la comédienne de la soirée Artis, et ce soir donc, tu seras sur scène juste après le podcast avec Vapeur. Qu'est-ce qui t'a amené à parler de santé des femmes et surtout par le rire? Alors, moi, je suis partie d'un événement crucial de ma vie de femme, c'est ma ménopause. Et en fait, je suis arrivée là à ma ménopause et je me suis confrontée à plein de questions, de transformation. Je n'avais pas de réponse, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait vraiment. Et en fait, il y a quelque chose qui s'arrête avec la ménopause, donc les règles. Et donc, quand il y a quelque chose qui s'arrête, c'est un petit peu comme une fin. Donc, j'ai regardé en arrière mon parcours de femme et je me suis dit, mais j'ai traversé autant de choses. Et puis, j'en ai beaucoup parlé avec mes amis, mes complices, comédiennes aussi. On a partagé beaucoup de choses, d'intimité. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai envie d'en faire un spectacle. Je voulais en faire au départ un spectacle très sérieux, C'est vrai. mais sérieux dans le sens, pas forcément, en rire bien sûr, mais voilà, mais en fait, il se trouve que on m'a dit, mais oui, mais toi, tu fais rire, t'es un peu clown, donc forcément, je suis allée vers ça, et en fait, c'est beaucoup plus, le message passe certainement mieux d'en rire. Et d'ailleurs, emmène aussi beaucoup plus de diversité de public, et notamment les hommes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vient rigoler, même si c'est un sujet de femme, c'est plus facile d'accéder à ça. Donc c'est ce parcours-là de ma vie de femme que j'ai revisité sur scène. Voilà. Véronique, quand les femmes consultent, ou plutôt, est-ce qu'elles viennent consulter plus facilement que les hommes, ou au contraire, est-ce qu'elles se font passer en dernier? Parce que j'en ai un petit peu parlé dans mon introduction tout à l'heure, mais je voudrais savoir, toi, en tant que professionnel, est-ce que c'est vrai? Mais c'est une certitude. De toute façon, on fait toujours passer l'autre avant soi. Parce que, alors après, je pense qu'on est très doué pour trouver des petits trucs qui vont bien. Ah non, ce soir non, parce que le gamin, il faut que je l'emmène chez le dentiste, donc moi je peux pas y aller. Ou alors, non, mais c'est le seul soir de la semaine où je peux aller à la piscine. Donc on se trouve aussi des excuses par rapport à ça. Alors, je pense qu'il y a deux approches. Il y a l'approche où on se dit, tu dois correspondre à une image que la société te demande dans les représentations sociales. On en parlait ce matin sur les tables rondes. Tu es la mère, la sœur, la grand-mère. Tu es le pilier de cette maison. Donc, tu dois rester toujours au top par rapport à ça.
T'as pas le droit de te dire ah non mais là ce soir je fais pas à manger par exemple, hein, parce que vous allez vous débrouiller. Et là globalement t'entends les gens qui disent mais c'est pas possible quoi. Enfin comment on va faire? Bon, moi j'ai de la chance. Moi le mien cuisine bien donc je m'en suis bien tiré. Moi aussi. Quand même. Mais voilà, je pense qu'on s'oublie par rapport à ça, parce que on est toujours dans ces clichés. Et nous, sur l'axe de la santé mentale, effectivement, moi je travaille beaucoup avec mes équipes, mais on a toujours l'impression qu'on vient au dernier moment. C'est toujours sur le dernier temps. Et là où c'est compliqué, parce qu'on peut bien parler de prévention, si on attend le dernier temps, on a tout le préventif, on l'a pas utilisé à bon escient. Il faut vraiment qu'on change de paradigme par rapport à ça et qu'on avance sur ce chemin-là. La proximité, moi, je pense, reste un élément fondamental. Il faut toujours trouver quelqu'un au bon moment, au bon endroit. Et je maintiens mes dires, la ruralité nous permet ça. Justement, Salomé, quand on parle de santé des femmes en Corrèze, quelles sont les données qui nous préoccupent le plus ? Quand on parle de santé en Corrèze, les données qui parlent le plus, c'est forcément celles autour de la prévention et du dépistage. En Corrèze, aujourd'hui, pour le dépistage du cancer du sein, on va être proche des 49%, quand l'objectif national il est autour de 70%. Pour les cancers colorectals, on va être encore en dessous de ça, on est plutôt proche des 39%. Pareil, quand l'objectif national il est autour de 65%. Et en Haute-Corrèze, on va être à 41% autour du cancer du sein, et 27,4% pour le dépistage du cancer colorectal. Donc c'est vraiment ce qui porte le plus aujourd'hui, d'où la prévention qui a été très très présente sur la journée. C'était vraiment pour informer, sensibiliser à tout ça. Laura, est-ce que vous avez déjà minimisé, vous, une douleur, une fatigue, parce que justement c'est dans une logique de performance ? Alors, pendant ma carrière, on ne pouvait pas, puisqu'on était hyper surveillés avec les médecins. Donc du coup, on avait des bilans. On avait, je dirais, un bilan longitudinal. Quasiment tous les 3 mois, on avait en fait, je dirais, des tests. Donc du coup, si on voulait, et moi je l'avais bien compris, comme mon outil c'était mon corps, il fallait absolument que je sois hyper bienveillante et hyper, je dirais, à l'écoute de mon corps pour aller chercher la performance. Donc du coup, je n'ai pas fait de faux pas. En revanche, une fois que la carrière s'est annulée, eh ben c'est là où en fait on rentre dans un autre rythme, et j'oubliais en fait d'écouter mon corps. Et en décembre dernier, j'ai eu une thyroïdectomie parce que justement j'avais en fait oublié, j'avais minimisé en fait la douleur, puisque un sportif en fait il sait en fait il est en capacité de se dire je peux aller toujours plus loin, et donc du coup effectivement ce petit nodule s'est transformé et il a fallu en fait faire l'ablation de la thyroïde. Donc du coup effectivement la seule fois où j'ai été un petit peu je dirais nonchalante en me disant je gère, et bien la sanction a été immédiate, et c'est en cela que j'ai repris en fait mes classiques, c'est-à-dire que il n'y a pas en fait d'autres solutions que de se préoccuper de son corps, parce que la sanction, elle peut être radicale. Et c'est en cela que je reviens. Je n'ai pas toujours vécu en Île-de-France, et la ruralité, je connais aussi. Et c'est vrai que c'est une vraie bonne réponse de se dire que je te rappelle que tu dois faire attention à ton capital santé, parce que c'est une évidence. On est de passage, et si on oublie, je dirais, de prendre soin de soi, ben quelque part on va souffrir. Et c'est en cela que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est vraiment de se dire il faut continuellement se faire des piqûres de rappel. Il faut constamment en fait ne pas banaliser, parce que la seule fois où j'ai banalisé, j'ai été sanctionnée. C'est un message qui est important, justement. Et pour toi, Pauline, aussi, c'est pareil, parce qu'en étant comédienne, ton corps, c'est un outil de travail. Est-ce qu'à un moment donné, tu as dû taire ou cacher, justement, pour pouvoir monter sur scène quand même ? C'est une bonne question. Merci. En fait, j'ai pas la sensation d'avoir dû cacher. En fait, on doit monter sur scène. C'est comme une sportive de haut niveau, en fait. Alors, même si on est malade, même si, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Donc, oui, bien sûr, on peut cacher la fatigue, on peut cacher beaucoup de choses. Moi, l'année dernière, par exemple, j'ai été
j'ai été dans un grand festival de rue pour jouer, et 10 jours avant, j'ai eu la bonne idée de faire une rando vélo toute seule, et j'ai eu un accident qui a fait que j'ai eu un énorme, enfin voilà, que ça a été, j'avais des égratignures partout et tout ça, et du coup j'ai dû cicatriser en 4e vitesse, et parce que on verrait peut-être le spectacle tout à l'heure. En fait, je me dévoile dans ma vie, mais voilà, je me dévoile, et du coup ça a été ça, je pouvais pas le cacher. Mais ça fait partie de moi. Donc en fait, c'est aussi en tant que comédienne, il y a quelque chose qui doit se présenter de manière authentique, et c'est là où justement c'est intéressant, c'est d'assumer en fait. C'est sans peu rien cacher. Aussi, il faut, oui, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça aussi que j'ai créé ce spectacle, c'est-à-dire je m'assume telle que je suis devenue, avec l'histoire que j'ai. Et voilà. Et c'est un travail en fait. Enfin, c'est-à-dire que c'est une démarche, c'est un processus qui n'est pas facile. Et voilà. Mais quand on est bien accompagné, tout va mieux. Justement, être bien accompagné. Salomé, je me tourne vers toi, parce qu'on a un petit peu parlé effectivement de la ruralité. Bon, ici, on ne va pas se voiler la face, on est loin des grandes villes. Est-ce que la distance et le manque de spécialistes, ça peut peser différemment? Alors oui, sur la santé du coup de tout le monde, bien évidemment, mais peut-être un petit peu plus particulièrement des femmes, notamment sur la gynécologie, ménopause, suivi de grossesse. Enfin, voilà, je prends plutôt ce thème-là, mais ça peut être d'autres thèmes. Alors bien sûr que le contexte désertique et les distances entre le foyer et du coup les nécessités de soins peuvent être problématiques, parce que il faut organiser le temps à la maison, poser une demi-journée de travail, organiser les contraintes qui tournent autour de notre vie quotidienne. Après, je pense pas que ce soit les uniques raisons qui fassent repousser du coup les prises en charge médicales et paramédicales. Sur notre territoire, on est dans une désertification médicale, mais on a quand même la chance d'avoir des professionnels identifiés, des sages-femmes pour les suivis médicaux, par exemple gynécologiques, qui font parfaitement le travail et qui sont présentes sur le territoire. Mais il y a aussi toute la dimension culturelle et éducative, du coup liée à la santé de la femme, qui va être aussi un gros frein à cet accès à la consultation, parce que du coup on a qu'à se dire ouais, mais ça va passer, c'est pas grave, du coup on le fera plus tard. Véronique, on parle donc effectivement de cette désertification, mais moi je voudrais aussi savoir, à un moment précis, le moment où une femme finit enfin par franchir la porte d'un professionnel, et qu'est-ce qui la retient jusque-là? Parce que donc, toi tu dois, effectivement tu en parlais un petit peu tout à l'heure, de ces femmes qui attendent, et malheureusement la partie prévention est un peu squeezée. Quand est-ce que vraiment elles se disent bon là ça y est, en fait j'ai besoin d'aide? Alors je crois qu'on est très constructif et très innovateur dans les solutions qu'on peut proposer, quand effectivement on est loin de la grande ville, on ne s'apprend rien, on est tous là. Et donc je pense que ça nous donne un esprit beaucoup plus de proximité, de pratico-pratique. Ok, on est confronté à ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et je pense que sur notre territoire, on a le privilège effectivement d'avoir fait un gros travail en réseau. C'est-à-dire qu'on a mobilisé tous les professionnels, les acteurs du terrain. Et je pense que effectivement, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le consultation primaire, c'est tous les liens qu'on peut avoir avec les médecins traitants, qui sont les premiers sur la liste, le pharmacien du village, l'infirmier libéral. C'est-à-dire qu'on a un maillage qui est existant. Et ce qu'on a cherché à faire, donc nous, au niveau du centre hospitalier des Gurandes, la CPTS, rentrer dans toutes les proximités, donc rentrer au sein du CLS. Alors c'est plein d'anacronymes, mais on est en France. Alors, donc le CLS, un contrat local de santé. Voilà, et à l'intérieur, on a mis le conseil local de santé mentale, parce que comme ça suffisait pas, on en rajoute un petit peu. En fait, c'est plus facile d'avoir une médaille, parce que elle est d'or, elle est de bronze, elle est d'argent, puis c'est bon, on va pas plus loin. Ça, il n'y a que 3 couleurs. Non, je pense qu'on peut se perdre dans tous les anacronymes. Enfin, à un moment donné, HCC, il y a des fois des noms, tu te dis... Non, mais voilà, je pense qu'on est beaucoup plus inventif. Et notre privilège aussi, c'est qu'on écoute l'autre. Et on sait aller vers l'autre. Parce que de toute façon, effectivement, je veux dire, on est dans des villages,
Bon, Ussel, c'est la grande ville encore, hein, d'accord. Mais dans nos petits villages, c'est vrai que c'est spontané. Les gens vont regarder si les volets du voisin sont ouverts. Les gens vont regarder si ah là là, mais elle était avec nous à la chorale, ou elle était avec nous là. C'est vrai. Elle ne vient plus. Donc je pense qu'il y a une espèce de veille, mais avec bienveillance, qui se met en place. Et ça, c'est un privilège. Et c'est à cause de ça, je pense. Et c'est grâce à ça qu'on a pu mettre en place tout ce maillage. Alors après, on est quand même, c'est pas parce qu'on est en rural, on utilise tous les moyens, hein. Enfin, je veux dire, les codes-barres, les machins, on reste dans l'air du temps. Bien sûr. Non mais voilà. C'est important de le dire. C'est vrai que des fois, tu dis, ah, mais c'est où? Ah oui, bien sûr. Donc voilà, je pense qu'on a un terroir à vendre, mais on est tous chauvins quand on habite dans une région, bien évidemment. Mais je crois qu'on a une qualité de vie, nous, qui n'est pas négligeable et qu'il faut s'en assurer. Laura, j'aurais peut-être envie de vous demander un conseil, parce que voilà, vous allez effectivement cohabiter avec la douleur. Et j'aimerais savoir, enfin, il y a beaucoup de femmes, et je pense ici, et qui nous écoutent, comment on fait pour cohabiter avec elles, et surtout, comment on se dit que, en fait, on est à la limite entre cohabiter et se résigner. Et quand est-ce qu'il faut se résigner? C'est vrai que lorsqu'on fait un sport de haut niveau, on s'entraîne beaucoup. Donc, c'est pas la douleur, elle fait partie de l'entraînement. Ce que j'aimerais faire nuancer, c'est que lorsqu'on est dans la performance et qu'on va chercher à durer dans la performance, on cohabite avec l'effort. Et donc du coup, je n'associe pas en fait l'effort tout le temps avec la douleur. Donc du coup, effectivement, j'ai cohabité avec un entraînement intensif où derrière, j'étais obligée en fait de capitaliser, gérer cette tension pour aller chercher l'excellence. Des fois, on n'y arrivait pas. Et justement, ce que je tiens à faire remarquer, c'est que l'entraînement n'est pas lié à aller chercher la douleur. Donc du coup, ce que moi je suis allée chercher, c'est aller chercher le lâcher prise pour en fait être dans un état en fait de plaisir ou de nonchalance qui faisait que je pouvais en fait passer de 45 heures d'entraînement à 50 heures. Ou après ma grossesse, puisque on en parlera tout à l'heure, j'ai diminué l'entraînement pour passer moins de temps dans les vestiaires, à parler avec mes copines et être dans l'efficience. Donc effectivement, j'ai cohabité avec cette notion d'excellence qui fait que mes gestes étaient répétés. C'était des milliards de touches. Et en fait, une fois que quelque part il y avait cette sensation de douleur, là tout de suite on était en fait en veille. Le corps sait quand il a mal. Et moi j'avais en fait de manière inconsciente à m'adouer cette sensation qu'il fallait là lâcher prise pour mon bien-être. Et c'est en cela que on vit en fait. Tout à l'heure, Salomé le disait, c'est en fait on joue avec, je dirais toujours un peu plus, mais on joue en fait avec des paradoxes. Et le fort en fait, mon fort, c'était d'accepter d'aller loin, mais de respecter et de m'aimer. C'est un mot qui n'est pas encore arrivé, mais je pense que mesdames et messieurs, les alliés, c'est aussi avoir cette capacité de dire stop, je ne vais pas plus loin, parce que quelque part, je m'aime. Et donc du coup, effectivement, j'ai apprivoisé en fait le fait de pouvoir en fait dire stop, je m'arrête là, mais et si je fais un petit peu plus, même pas peur. Cette insolence canalisée revenait parce qu'il y avait cette envie en fait de plaire de manière consciente à sa famille, à ses alliés et à l'écosystème et à notre ville. Donc c'est en cela que j'ai appris à cohabiter avec cette notion de un peu plus pourquoi ? Pour la France, la Marseillaise, ben c'est ça. Et puis derrière, on arrête et on se dit, on passe le relais aux autres. Et c'est en cela que ce parterre de ces 4 profils, c'est hyper intéressant parce qu'il y a un fil conducteur qui est là quand même. Minimiser une douleur, se dire c'est rien, ça va passer. Je pense que tout le monde ici se l'est dit au moins une fois, clairement. Et justement, ça me donne envie de faire un petit jeu avec vous, parce que c'est vrai que souvent on se dit ah mais en fait ça n'arrive qu'à moi et j'ai pas forcément envie d'en parler. Et là l'expérience en fait elle va être très simple. Je vais vous énoncer des situations et à chaque fois que cela vous parle ou que c'est quelque chose que vous avez vécu, je vous propose de lever la main.
La toute première, phrase que je vous propose, c'est « J'ai déjà annulé ou repoussé un rendez-vous médical parce que je n'avais pas le temps ». Mesdames aussi, sur le plateau, vous pouvez lever la main. Oui. Alors, je suis désolée, monsieur là-bas, je sais que vous pouvez lever la main. J'ai déjà dit « ça va » alors que ça n'allait pas. L'unanimité. C'est vrai. J'ai déjà fait passer la santé de mes proches avant la mienne. Eh oui. Et j'en ai une toute petite dernière. J'ai déjà eu une douleur que j'ai gardée pour moi. Et là, je vous propose de garder les mains levées et juste de regarder tout autour de vous. Et effectivement, quand vous voyez toutes ces mains qui se lèvent, c'est exactement la raison de cette soirée. C'est pour vous montrer que vous n'êtes pas seul et qu'en fait, ça concerne tout le monde. Alors, bien évidemment, on en sourit, c'est drôle, mais parce qu'il y a 1000 façons de parler de ce qui fait mal. Et autour de cette table, justement, je fais une petite glissade vers toi, Pauline, puisque toi, tu as choisi donc du coup la manière la plus joyeuse entre guillemets de parler de ça, qui est en faire un spectacle. Et donc vapeur. On va reparler de vapeur. Donc ça parle d'une femme à l'âge où tout commence pour beaucoup, une forme d'invisibilité. Pourquoi avoir choisi de mettre la ménopause sur scène? C'est quand même audacieux. Oui, d'ailleurs, personne n'y croyait au départ. Que ce spectacle-là aurait une audience et marcherait. En fait, justement, c'est l'occasion pour moi, la ménopause, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, de retracer toute ma vie de femme, parce que en fait, ça parle de la ménopause, mais ça retrace depuis les premières règles jusqu'à la ménopause tout ce que j'ai pu traverser, et justement, sans en avoir conscience de tout ce que j'ai traversé. Il a fallu que j'arrive à la ménopause pour que je me dise, ah oui, il s'est passé ça, et puis ça, et puis ça, et puis voilà, parce qu'il n'y a pas que la ménopause, il y a le désir d'enfant, il y a l'endométriose, il y a tout ce que peut traverser une femme et qui endommage beaucoup ses envies de désir d'enfant. Voilà, il y a tout ça aussi. Et en fait, quand j'ai traversé le spectacle pour le créer, ça a été créé à partir d'improvisation. C'était pas toujours très marrant. D'ailleurs, on m'a incité justement, celle qui était à mes côtés pour travailler ce spectacle et le faire naître, me disait, va par exemple sur ton parcours PMA. Et moi, j'avais pas très envie en fait de retraverser ça. C'est ça, parce que c'est très personnel. C'est très personnel, et puis c'est un parcours, et j'ai réalisé aussi à ce moment-là tout ce que j'avais traversé et que plein d'autres femmes traversent tous les jours. Et je me suis dit, mais on ne peut pas en fait ne pas en parler. C'est tellement central. Enfin, avoir des enfants, faire des enfants, avoir ses règles, vivre la ménopause. Enfin, ce sont des sujets qui sont en vrai essentiels. On pense que c'est des problèmes de femmes, mais pas du tout. Ça a des incidences sur les transformations de vie, sur les relations, sur le quotidien. Voilà. Donc c'est ce sujet-là qui m'a semblé essentiel et j'étais obligée d'en parler. Et puis, j'ai créé avec des femmes, donc avec les femmes de l'Ouest, il y en a une qui est là-bas, qui filme comme à l'école des fans. On peut lui faire coucou. On peut faire coucou, on dit bonjour. Et elle-même, on a partagé aussi les choses qu'on a vécues. On s'est rendu compte que on le passe, en fait, on le vit, on le passe, et puis on fait, ah oui, mais en fait là c'était douloureux, en fait là mais on s'en rend compte plus après, ou en discutant entre nous, que sur le moment la douleur est un peu minimisée, comme ce qu'on peut se dire, et que justement d'en parler permet de sortir de cette posture-là et voilà, de libérer cette parole, quoi. Et le rire, du coup, peut nous aider à traverser justement et à soigner un petit peu oui, c'est drôle. Oui, parce que ce que je disais, c'est que pour commencer, c'était parfois difficile dans l'écriture et tout ça, mais en vrai, le théâtre, c'est ça qui c'est merveilleux. Le théâtre, il permet justement de faire la pirouette, d'en rigoler, de mettre à distance et puis de le transformer. En fait, ça se transforme tout ça. Et voilà.
c'est mieux d'en rire quand même. C'est mieux d'en rire, n'est-ce pas Véronique? Puisque quand on a préparé le podcast, on en a parlé de l'humour. Et effectivement, l'humour comme outil de soin, c'est quelque chose que tu peux observer en consultation. Bon, alors tu m'as fait beaucoup rire quand on a préparé bien évidemment le podcast, quand on a échangé tout ensemble. Et c'est vrai que je pense que l'humour peut quand même soigner beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu en penses, toi? L'humour soigne beaucoup. Alors après, il faut être prudent dans la manière, ne pas porter de jugement, bien évidemment. Il faut rester... mais l'humour est bien parce que je pense que ça permet à l'autre, quel qu'il soit, de se mettre et consommer à son niveau. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le jugement, on n'est pas en ayant le savoir et globalement j'ai le savoir et je vous donne les informations et vous devez suivre les informations à la lettre. C'est pas comme ça. C'est-à-dire, je suis comme vous, à un moment donné, ou peut-être pas encore, mais demain ça va être mon tour. Et globalement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça soit plus facile et que ça s'atténue par rapport à ça? Aller vers l'autre est fondamental, c'est une certitude. L'humour fait partie de ça. Et l'humour, Pauline a raison, c'est tout public. Donc en plus, on n'est pas dans le jugement homme, femme. C'est merveilleux quand on emmène nos enfants, nos petits-enfants, parce que même Polichinelle fait rire, quoi. Et c'est ça, c'est trouver à l'instant T la parole, le regard, parce que c'est pas uniquement la parole, le regard, le positionnement. Je veux dire que nous, en santé mentale, le principe de base, c'est je fais pas à ta place, je t'aide à marcher, je suis juste à côté. Si tu as besoin, tu me demandes, mais à aucun moment je ferai à ta place. Parce qu'il faut reprendre les rênes, la main, et ça c'est plus facile. Quand tu parles des personnes effectivement qui nous accompagnent, tu en as parlé tout à l'heure Pauline aussi, des hommes notamment dans le public, comment ils réagissent à ton spectacle? Bon, on va le voir un petit peu tout à l'heure, mais j'ai envie de l'avoir un peu en avant-première. C'est vrai qu'au départ, quand le spectacle a été créé, il a été créé en salle, donc on va pas se le cacher, c'était un public essentiellement féminin. Et puis, plus ça a été, plus en fait, surtout d'aller le jouer en dehors des salles, parce qu'il y a une moins grande difficulté à rentrer dans une salle, à payer sa place, à se laisser convaincre par sa femme, par sa sœur. Et là, il y avait beaucoup plus d'hommes, c'était beaucoup plus mélangé dans les festivals de rue. Et là, les hommes, en fait, ils rigolent. Ils rigolent énormément. Et puis, en fait, j'en parle aussi dans le spectacle. Il n'y a pas que des femmes dans le spectacle. Il y a mon conjoint, il y a le père, il y a... voilà, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais voilà, il y a plein d'autres personnages masculins. Et les hommes, en fait, ils viennent me voir, ils me disent merci beaucoup. D'abord, on a ri. Ensuite, on a appris énormément de choses parce que ce sont des sphères, la sphère gynécologique notamment, qui sont complètement étrangers. Aucun homme... Enfin, sauf, évidemment, ceux qui sont allés en salle d'accouchement. Mais même ça, c'est très particulier. Mais ils ne savent pas ce qu'on vit dans cette sphère-là. Et c'est très important, en fait, qu'ils aient quelques petites informations, quelques petites billes. Et donc, c'est pédagogique pour eux, un petit peu. Voilà. Et donc, ils sont contents d'avoir des infos qu'ils n'auraient peut-être pas eues. Par ailleurs, ils n'auraient peut-être pas eu l'idée ou posé des questions. Mais en tout cas, c'est une... Peut-être qu'après le spectacle, ils iront voir leur femme, leur sœur, leur mère en posant des questions, ou en tout cas en s'intéressant un peu plus à ces questions-là. Parce que, finalement, pourquoi ne pas en parler, en fait? Et Laura, alors dans le sport, est-ce que il y a sa place à l'humour dans les vestiaires, justement, pendant la performance? Oui, on ne reste pas que concentré dans les vestiaires, on se dit tout. Soit ça pète, soit ça casse, soit ça chambre. Et effectivement, il y a des situations, et tout à l'heure tu parlais de règles. Et bien effectivement, imaginez, toute ma carrière, j'étais en tenue blanche. Oui. Donc du coup, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc on s'auto, même si nous sommes des adversaires, en fait, on sait que dans la salle, arrivé à un certain moment, il faut qu'on sécurise le parcours. Donc effectivement, il y a eu ces moments de délire où on cherche des serviettes, où on cherche des tampons, on cherche des nouvelles tenues, où on se retrouve avec des tenues Flessel France, mais aujourd'hui c'est Italie. Pourquoi ? Parce que j'ai une coéquipière ou une adversaire qui a compris que finalement aujourd'hui j'avais mes règles. Alors et c'est en cela que c'est intéressant aussi, effectivement, de dédramatiser
aussi en fait des moments en fait importants dans la vie en fait des jeunes filles, et dans le monde du sport on a encore du retard. On parle difficilement, et tout récemment, non, il y a quelques années de ça, je me suis posée à me dire, mais si j'ai fait aussi longtemps attention à cela, est-ce qu'on peut pas aller chercher des solutions pour améliorer en fait la vie de nos jeunes, des petites jeunes filles aux femmes. L'endométriose en l'occurrence, on va en parler, mais on sait que c'est une femme sur 10 dans la vie de tous les jours, imaginez dans le sport. Donc effectivement, on a eu des réflexions, et c'est vrai que dans les vestiaires, on essaye d'en rire un peu. Oui. Même si les journalistes sont là pour immortaliser certaines photos, mais on en rigole dans les vestiaires. Il faut rigoler, oui. Salomé, le spectacle événementiel, des soirées comme celle-ci, c'est ça aussi une manière de faire entrer les gens par la porte de la culture pour parler du soin? Bien sûr, parce que du coup, par l'événementiel, par ce type de journée, on va permettre d'informer, de sensibiliser, mais surtout de dédramatiser la santé. Le soin, c'est pas seulement la consultation médicale, c'est aussi tout le volet préventif et toute la représentation qu'on a de la santé. Pauline, tout à l'heure, tu parles un petit peu du spectacle. J'aimerais bien aussi que Est-ce que tu n'as pas une petite anecdote, une réaction du public qui t'a marqué quand tu as joué le spectacle? Les réactions du public, elles sont géniales. Y a, pendant le spectacle, s'il y a ma mère dans la salle, elle va commenter tout. Bon, ma mère est là aussi. Et depuis tout à l'heure, j'essaye de regarder justement pour voir si elle commente. Ça va pour l'instant. Elle est bien accompagnée avec ma belle-mère. Je pense qu'elle commente. À tout moment, je peux entendre. Ah non, mais enfin. Ouais, voilà. Après, je me souviens mais je crois que on me l'a rapporté, mais par exemple, une des premières représentations, quand c'est sorti, il y avait 3 femmes d'un certain âge, toutes retraitées, qui étaient au premier rang, et elles sont parties, elles ont dit non, mais elle n'a pas vécu ça, elle est trop jeune. Alors déjà, j'ai trouvé ça génial pour ça. Flatteur. J'ai trouvé ça, c'est flatteur. Mais bon, voilà. Mais comme quoi, la représentation de la ménopause, c'est vraiment intéressant, parce que voilà, il y a des femmes ménopausées à 45 ans, et il y en a d'autres qui sont ménopausées beaucoup plus tard. Et puis, moi, ce qui me touche le plus, en fait, dans les retours, c'est des femmes qui viennent avec leur mère, ou les mères qui viennent avec leurs filles, parce que le spectacle parle de tout ce parcours-là, et pour moi, c'est une affaire de lignée. C'est ce que j'aborde aussi dans le spectacle. Ce que j'ai reçu de ma mère, de ma grand-mère, et quand elles s'y retrouvent toutes les deux, qu'en fait ça soit une façon de se rejoindre sur ce sujet-là, sur ces sujets qui me paraissent essentiels, quoi. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens emportent en rentrant chez eux après ton spectacle? Alors ce soir, mais tous les autres soirs. Qu'il leur tarde d'avoir la ménopause pour les femmes. Je suis intérêt à être très douée alors pour bien nous le vendre tout à l'heure. Et puis repartir avec de la joie dans le cœur, de se dire que toutes les épreuves qu'on traverse, on les surmonte, et que ça nous rend plus grands, plus forts, plus résilients, et qu'on est toutes et tous capables de faire ce chemin-là. Qu'il y ait de la joie. Bon, Pauline, tu vas rester encore un tout petit peu avec nous, parce que je sais que l'heure file et que je vais essayer de respecter l'heure et l'horaire, puisque j'ai quelqu'un en face de moi qui me fait des signes depuis tout à l'heure en me faisant comme ça. Donc oui, on va respecter l'horaire, Loïc. Et donc, Pauline, juste avant que tu nous quittes, j'aimerais faire de nouveau un petit jeu avec le public, si vous voulez bien. Ça va, vous allez bien ? Bon, très bien. Alors on va faire un petit jeu ensemble. La règle est simple. Je vais lire des affirmations sur la santé des femmes, et à vous de me dire, plateau compris, si c'est vrai ou faux. Et attention, il y a peut-être parfois des vrais et faux, on ne sait pas. Donc du coup, je commence par la première. En France, les maladies cardiovasculaires tuent plus de femmes que le cancer du sein. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou faux ? C'est vrai ? Effectivement, c'est vrai. C'est la première cause de mortalité chez les femmes, plus de 75 000 décès par an. Et ça, c'est une source de l'assurance maladie. C'est quand même quelque chose, pour le coup, qui marque particulièrement, puisque, encore une fois, le stéréotype, c'est de se dire que les femmes, la première cause de mortalité, c'est le cancer du sein. Eh bien non.
Deuxième affirmation, l'endométriose est une maladie rare. Eh oui. Et oui, c'est faux. Alors, on en parle effectivement un petit peu plus depuis des années. On va en reparler tout à l'heure, notamment dans le milieu du sport. Mais oui, c'est faux. Et cette maladie touche environ une femme sur 10, comme vous l'avez dit tout à l'heure en France. Et c'est près de 2,5 millions de femmes en France. C'est quand même un chiffre qui est énorme. Encore une fois, c'est les chiffres du ministère de la Santé. On continue ? Allez, on continue. Pour diagnostiquer, encore une fois, une endométriose en France, il faut en moyenne 7 ans. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est vrai. C'est vrai. C'est 7 ans d'errance, de douleur, qu'on dit normal. Et ça, encore une fois, nous sommes en 2026. Et c'est vrai que malheureusement, parfois, beaucoup de gens se battent, et notamment beaucoup de personnalités. Encore une fois, on en parlera tout à l'heure avec Laura. Beaucoup dans le monde artistique, peu encore dans le monde du sport, malheureusement, mais oui, on va en parler tout à l'heure. L'infarctus, chez la femme, se manifeste toujours par une douleur dans la poitrine qui irradie dans le bras gauche. Eh oui, c'est faux. Vous avez tous fait n'importe quoi. Vous savez les réponses? Est-ce que quelqu'un a triché et a pris les conducteurs qui étaient écrits au fond? Je suis inquiète, là. Je suis inquiète, quand même, un peu, là. Vous avez fait les tables rondes, c'est bien, vous avez bien suivi tout à l'heure. Bernadette. Et oui, et malheureusement, encore une fois, c'est quelque chose que, justement, c'est un stéréotype. Et non, en fait, c'est pas que ce symptôme, puisque chez la femme, les signes sont souvent atypiques, et c'est pas que ça. Ça peut être de l'essoufflement, une fatigue brutale, des nausées, et c'est pour ça que malheureusement, on le repère trop tard. Face à une femme qui fait un infarctus, l'entourage appelle les secours aussi vite que pour un homme. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Eh ben non. Selon l'ARS, c'est faux. L'entourage met en moyenne 1 heure de plus pour appeler le 15 pour une femme. Mais oui, ça va passer. Non, c'est une crise d'angoisse. C'est une crise d'angoisse. Ah voilà. Exactement ça. J'avais oublié la crise d'angoisse. C'est ça. Mais vous avez tout à fait raison. La crise d'angoisse, c'est terrible, c'est bien, ça va aller. Ton médecin t'a pas donné un petit peu de magnésium? Oui, il faut que tu prennes un peu, là. Je pense que le magnésiome, effectivement, a répondu beaucoup de mots et pas forcément les bons. On est bien d'accord. Allez, on va aller sur la toute dernière. L'infarctus touche des femmes de plus en plus jeunes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Et oui, c'est vrai. Aujourd'hui, un infarctus sur 4 chez la femme survient avant 65 ans. Contre 1 sur 6, il y a 20 ans. Donc, pareil, encore une fois, malheureusement, c'est un stéréotype quand on dit que ça ne concerne que les personnes âgées. Et voilà pourquoi, je raccroche mes wagons, des journées comme Sentez-vous femme existent, parce que nous apprenons peut-être justement à sauver des vies grâce aux ateliers qui ont été menés aujourd'hui. Pauline, je vois l'heure avancer, je fais attention à mon conducteur, je sais que toi aussi tu as besoin de te préparer. Alors donc du coup, on te donne rendez-vous dans un peu moins d'1 heure, c'est ça, sur la même scène. Et puis on te dit à tout à l'heure, donc là vous la retrouverez dans Vapeur. Merci beaucoup Pauline. Merci à vous, merci. Un maximum d'applaudissements pour Pauline et on la retrouve dans quelques instants. Bon alors nous voilà à 4 maintenant et il nous reste encore du temps, il reste pas mal de choses à se dire. Le corps justement, on peut le subir, on peut le taire, mais on peut aussi le bouger, l'habiter, le réconcilier. On a commencé à en parler tout à l'heure. Et à cette table, il y a quelqu'un qui en a fait à la fois une carrière, et à la fois une politique publique, Laura. Le sport de haut niveau, qu'est-ce qui vous a appris et comment, du coup, vous avez appris à écouter votre corps? Et aujourd'hui, comment on fait la part des choses? Alors, le temps de ma longue carrière, plus de 35 ans de pratique sportive et 20 ans à mouiller le maillot de l'équipe de France, effectivement, je me suis... Un peu, ouais. Merci. Je me suis engagée
Et je n'ai pas été parachutée ministre des Sports parce que j'étais en fait déjà engagée en tant que citoyenne. Oui. Je suis allée au Conseil économique, social et environnemental. J'étais présidente d'une association qui luttait contre toutes les formes de discrimination dans le sport, le sexisme, le racisme, l'homophobie, le handicap et la radicalisation. Donc du coup, fort de ça, il manquait une lettre, le grand S de sport, parce que justement entre le monde du sport et le monde de la santé, il y avait en fait ce problème de sémantique. Et donc du coup, quelque part, lorsque j'étais au ministre des Sports, j'ai eu une feuille de route très santé, parce que quelque part, c'était une pratique adaptée à tout le monde. Et ce que je voulais, c'était justement avoir une lecture pour lutter plus à titre préventif qu'à titre curatif. Et c'est en cela que, quelque part, on m'a dit mais tu n'es pas à ta place. Je lui ai dit mais je le prendrai la place. Et quelque part, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir utiliser le S de santé comme le S de sport par association. Et lorsque j'étais au ministère, l'idée, c'était tout de suite de créer ces fameuses maisons. Et des fois, je suis trop contente. Je vis pas dans le passé, mais les maisons sport santé aujourd'hui, il y en a plus de 581. Et en 2017, il y en avait pas. C'est avec mon ministère qu'on a travaillé avec le monde de la santé. Et Madame Buzyn, au début, c'était compliqué. Donc du coup, pourquoi ? Parce que et je remercie le tissu associatif, on avait les solutions justement sur le territoire. Et c'est vrai que là, je prends en fait la politique, c'est que fort de ces expériences, ben quelque part, j'ai créé une feuille de route très santé parce qu'il fallait parler à tout le monde et pas non seulement qu'aux sportifs qui parlent de la performance. Et quand moi j'étais championne, bon nombre en fait ont été des sparring partners de choix, mais qui n'ont jamais été en fait dans l'excellence. Et donc du coup, c'était une merveilleuse manière de dire, eh bien, on va prendre soin. Et c'est en cela que travailler la fiche sur la santé a surpris un petit peu tout le monde, parce qu'effectivement, on a besoin en fait de tout le monde. Et puis le sport est fait de bénévoles. Donc si on a des bénévoles pas en bonne santé, eh ben on ira plus loin. Et on n'aurait pas organisé 2024. Donc c'est vrai que quelque part, moi j'ai tenu à ne pas oublier d'où je venais. Je suis issue de l'outre-mer, 7000 km, donc on est des déracinés et on va chercher en fait des alliés. Et j'ai trouvé à travers ce poste-là justement des alliés, des hommes, des femmes, des associations, tout type confondus, pour pouvoir en fait parler de l'humain au cœur de son projet de santé. C'est par le prisme du sport, bien sûr. Ces maisons de santé, justement, elles sont au nombre de 540. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce qu'on y retrouve ? En gros, dire à une personne en affection longue durée, il faut faire du sport pour faire. Déjà, il faudrait que le monde de la santé vienne un peu plus découvrir les différentes disciplines qui permettent en fait de valoriser. Un exemple concret, je suis ambassadrice aussi de Riposte. C'est un programme en fait pour permettre aux personnes qui sont en rémission, qui ont eu des cancers du sein, de pouvoir en fait rééquilibrer la pratique sportive. Et il s'avère que si on est en affection longue durée ou si on est en inactivité, on ne pourra pas rentrer directement dans une salle de sport ou aller en fait dans un club parce qu'il y a des contraintes, des règles et donc de ce fait on s'est dit qu'on va faire un pont, on va dire une médiation entre l'installation santé et l'installation sportive, qui fait qu'aujourd'hui, alors, on parlait de 540, mais j'ai revu les notes, c'est 581 maisons. Alors, on ne va pas les oublier, les 41. Mais c'est autant, en fait, de points et de ponts qui permettent à tout à chacun de pouvoir oser se dire, c'est peut-être pour moi aujourd'hui. Et c'est peut-être pour cela que je vais, en fait, améliorer mon capital survie ou vie aujourd'hui, parce que quelque part, j'ai la chance encore de pouvoir respirer. Et c'est en cela que derrière, on dégage de l'émotion, on réaffirme en fait la santé mentale, et donc de ce fait, on parle de l'amour de soi. Alors certains se disent, ouais, mais c'est une leçon à apprendre. Chez nous, dans le sport, on disait toujours un genou au sol, jamais les deux en même temps. Et si vous êtes en fait dans l'empathie, ben quelque part, il y aura toujours quelqu'un pour vous tendre la main. Donc du coup, réellement, ce sont des maisons aujourd'hui qui aident, accompagnent, activent avec des spécialistes des activités, je dirais, à durée déterminée. Et c'est en ça que ça fonctionne très bien. Et juste pour compléter, je tiens à vous préciser qu'il y en a une maison. Abri les su.
Justement, ça tombe bien, Salomé, que tu prennes la parole parce que, bien évidemment, voilà, on est avec un public corrézien et j'ai envie de te dire, et alors, chez nous, concrètement, qu'est-ce qui existe déjà pour faire ce lien entre activité physique et santé? Alors oui, tu parles effectivement de cette maison santé à Brive, déjà, voilà. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de sport santé, on ne parle pas ni de compétition ni de performance. On va vraiment parler de rééducation au sport sous format adapté. Donc souvent, c'est soumis à prescription médicale, parce que du coup, c'est une orientation médicale. Ici, nous, en Haute-Corrèze, on a la chance d'avoir la passerelle sport santé. Donc il y a 2 antennes, une à Neuvic et une à Ussel. Après, il y a bien évidemment la maison santé à Brive. Et on a aussi la chance d'avoir quand même une culture sportive qui est quand même bien présente sur le territoire. On en avait d'ailleurs la preuve, parce qu'on a eu la participation du club de rugby pour nous accompagner toute la journée pour la buvette. Donc il y a vraiment voilà, cette présence dans le territoire. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'il y a sur le territoire, justement, pour les gens qui sont présents? Donc, tu as commencé à répondre. Du coup, j'en ai cité. Du coup, je crois que j'ai fini. Et voilà. Merci, Salomé. Ah bah, désolée. Mais ce qu'il faut, en fait, je rebondis, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que c'est aussi pour nous. C'est-à-dire que si on nous demande de marcher, il y a la marche, la randonnée, il y a les longes côtes en fonction des territoires. Mais c'est revenu. Ouais. Merci Laura. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir en fait s'autoriser à. Si on s'autorise, on va découvrir et on va se rendre compte que le territoire en fait est rempli d'activités. C'est justement là-dessus que je voulais conclure en disant qu'on a quand même la chance d'avoir un territoire en Haute-Corrèze qui est très vert, qui a été pensé, travaillé avec les sentiers de randonnée, les sentiers de VTT. Il y a plus de 1500 km de sentiers balisés, rien que sur la Haute-Corrèze. Donc du coup, on a quand même un cadre déjà de tourisme et du coup de randonnée pour pouvoir faire ça à son rythme et avec ses propres moyens. Laura, j'aimerais qu'on parle un petit peu effectivement encore de cette écoute de soi, au-delà du corps, de l'écoute de soi au global, forcément la tête, la fatigue, la limite. C'est quelque chose que vous avez appris tôt ou que la vie vous a imposé? Alors c'est ma personnalité, c'est ma singularité. C'est-à-dire que je n'ai jamais travaillé avec de préparateurs mentaux, mais j'ai travaillé avec un préparateur physique. Parce que de 30 à 40, on n'a plus cette insouciance, on a le corps qui fait mal, qui rappelle que... Donc du coup, en revanche, ce n'est pas un muscle, mais j'étais fascinée en fait par la compétition. J'étais entourée par 2 garçons, 2 frères. Mon père était dans le football et était météorologue, donc double programme. Donc effectivement, moi j'étais toujours fascinée par la compétition. En revanche, ce qui est important de savoir, c'est que face à l'adversité, alors on ne le dit pas assez, mais nous sommes sur des sièges éjectables, nous n'avons pas de CDD, CDI, et des fois l'entraîneur en fait ne nous aime pas, donc du coup on doit convaincre, et donc du coup j'ai utilisé le temps comme un allié, en me disant tôt ou tard il m'aimera bien parce que de toute manière la réponse sera sur la piste. Et c'est en cela que j'ai opéré, mais je me suis rendu compte de la puissance de l'état mental. Et aujourd'hui, avec les réseaux, on vit en fait un paradoxe. On voit en fait la souffrance des sportifs qui n'osaient pas dire. On ne peut pas dire « j'ai faim, j'ai peur, j'ai mal », parce que derrière, on est en fait mis, je dirais, sur le banc de touche. Donc effectivement, en règle générale, le sportif, il ne dit pas qu'il est mal, qu'il est en souffrance. On le voit en fait après, lorsqu'il y a des blessures, à l'arrêt des carrières, quelque part, lorsque vous donnez 20 ans, 30 ans, et que quelque part vous n'êtes plus dans les confidences, eh bien on vit une petite mort. Si on ne l'a pas appréhendé, si on n'a pas anticipé, eh bien on vit des dépressions. On tombe en fait dans de l'addiction si on n'est pas accompagné. Et c'est en ça que moi j'ai eu des exemples de dépression, voire des suicides. Donc je me suis toujours en fait protégée. Très vite j'ai cherché à avoir un équilibre familial, d'avoir en fait cette envie de connaître les joies de la parentalité. Et là, messieurs, vous avez bien entendu le mot. Je n'ai pas dit maternité, c'est parentalité parce que c'était un objectif double. Et ça a été une réussite. Ma fille, je l'ai eue à 25 ans, j'ai arrêté à 40. Mais si j'ai continué à avoir cette vie, c'est parce que j'avais un homme de l'ombre qui acceptait en fait d'être dans l'ombre pour que moi je puisse avancer. Et effectivement, on a toujours travaillé, je dirais, cet état mental. C'est un état d'esprit. Et donc du coup, j'ai musclé mon état d'esprit avec effectivement les parcours des autres.
et des parcours surtout quand c'était complexe. Ça m'a permis en fait de toujours me dire sois vigilante, puisque le capital mental, il peut être perturbé. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, on a énormément en fait d'outils qui peuvent aussi permettre de se poser les questions. On est tous en fait, on n'est jamais égaux en face des uns et des autres. En revanche, on peut aussi signaler et faire de la pédagogie très tôt. Est-ce que c'est à ce moment qu'on parle mentalo ou pas? On peut parler de mentalo maintenant. On peut parler. Je pense qu'on y arrive. Parce que, en fait, c'est un outil formidable que de se dire qu'aujourd'hui, on a des spécialistes. Et là, on ne m'attendait pas, mais je me suis rapprochée de l'INSERM et du docteur Karine Chevreul pour travailler sur une étude pour les 14-25 ans sur leur état mental. Parce que l'état, en fait, la situation aujourd'hui fait que nos jeunes sont hyperactifs, mais hypersensibles, hyper intelligents, mais hyper aussi, je dirais, qui manquent en fait de recoupement. Et c'est en cela que depuis 2 ans, on travaille justement sur le fait de pouvoir les accompagner par des questionnaires. Et on s'est rendu compte que là encore, le sport pouvait ouvrir des portes. Et donc, du coup, on a créé en fait un team de champions qui donnant en fait de la voix à ces jeunes pour leur permettre en fait de continuer à travailler sur ce questionnaire, parce que 2 ans c'est long. Mais justement, on voulait pas uniquement faire, je dirais, un pool de 100 gamins qui répondent à 8 questionnaires. Donc là, on approche des plus de 20 000 jeunes, et on le fait aussi parce que on est allé titiller, je dirais, l'éducation nationale. On leur dit merci parce que effectivement, il fallait rentrer à l'intérieur de ces institutions. Et on s'est rendu compte que là encore, c'était les jeunes qui nous amenaient des solutions. Merci. Véronique, je te vois depuis tout à l'heure acquiescer, dire oui, à chaque fois que Laura prend la parole, parce que bien évidemment, je sais que ça fait écho effectivement avec ton discours, et forcément, quand on parle d'écoute de soi, c'est exactement ce que tu fais et ce que tu essayes de réapprendre aux femmes que tu accompagnes au quotidien. Et forcément, je te vois dire oui, bien sûr, mais évidemment. Oui, parce qu'effectivement, on est toujours dans cet axe de prévention. Plus on sera tôt dans le temps, plus on leur donnera des pistes, des stratégies. On n'a pas de solution toute faite. Enfin, je veux dire, on ne va pas trouver la page 50 du catalogue, parce que chaque humain est différent. Mais par contre, moi, ce qui me plaît beaucoup dans nos démarches respectives, c'est qu'on utilise le quotidien de nos voisins, des gens qu'on va côtoyer à la mairie. Et à partir de là, on fait des passerelles. Si c'est pas la base qui va donner les passerelles, on ne pourra pas interpeller, je dirais, n'importe quel organisme public. Il faut qu'on leur montre la nécessité et le besoin. Et effectivement, qui mieux que le terrain pour remonter tout ça? Alors, c'est vrai que je rejoins Laura. L'éducation nationale est quand même un territoire où c'est compliqué de rentrer. Et je trouve ça dommageable, parce qu'on a plein de nos collègues dans les associations. Le problème, c'est que les jeunes nous arrivent quelque part un peu tard. Alors, je dirais pas trop tard, parce qu'on va essayer de mettre en place plein de choses, mais un peu tard. Et je pense qu'on serait d'autant plus efficient si on pouvait intervenir en amont. Alors après, donnez-nous les moyens. Bon, on arrive à les prendre un peu. Mais pourquoi? Par des chemins détournés? Mais oui, parce qu'on utilise justement les remontées du terrain. À un moment donné, quand mes équipes, où il y a des jeunes qui viennent, elles ne vont pas leur demander leur carte d'identité. Et bon, alors on dit aux parents, venez, accompagnez. Donc on utilise cet entourage familial qui est important, qui est nécessaire, et avec lequel on doit travailler. Mais voilà, donc on a encore plein de travail à faire, mais néanmoins, on avance. Laura, tout à l'heure, on en a parlé un petit peu effectivement via le jeu, puis vous avez abordé le sujet. J'aimerais qu'on parle de l'endométriose. Elle touche aussi les sportifs de haut niveau. Et dans le sport, est-ce que c'est encore un tabou? Est-ce qu'on commence un petit peu justement à ouvrir la porte et à plus cacher pour pouvoir performer? Il n'y a plus d'omerta. Mais il y a un gros travail encore à faire. Et il y a énormément, en fait, c'est comme dans tout. On avait besoin, en fait, d'entendre des exemples, de comprendre, en fait, quelles étaient les sportives qui étaient passées par là. Parce qu'effectivement, si on ne le sait pas, on ne peut pas, en fait, l'imaginer. Et puis, comme je le disais, on ne peut pas, en fait, montrer qu'on est
en souffrance, parce qu'on peut sortir de l'équipe de France. Donc pendant des décennies, effectivement, il y avait en fait un regard, je dirais, neutre sur la souffrance en fait des sportives, et encore plus par rapport à l'endométriose. Et avec les réseaux sociaux, avec cette nouvelle émergence de l'affirmation du sport au féminin, et bien quelque part, les filles sont sorties du bois. Donc effectivement, on a des chefs de file, comme Sandrine Gouda, qui est en équipe de France et qui a parlé clairement, et s'est positionnée sur, non pas j'ai toujours subi l'endométriose, mais j'ai été championne. Donc du coup, avec l'INSEP et l'Agence nationale du sport, il y a eu en fait toute une programmation, et imaginez bien en avant, en fait, en amont des Jeux olympiques et paralympiques, parce que ça fait partie de la performance. Le corps, la tête et le mouvement technique. Et en cela, effectivement, il y a un positionnement plus affirmé, mais il reste encore beaucoup à faire. Et en cela, ils ont travaillé aussi sur un guide avec les spécialistes de la santé et de la performance pour justement appréhender le corps et je dirais la vie de cette jeune femme qui va devenir en fait maman, voire grand-mère aujourd'hui, comme moi je le suis, pour pouvoir aider, accompagner les jeunes filles, accompagner les entraîneurs aussi. Imaginez un entraîneur, moi j'ai fait 40 ans de sport, je n'ai eu que des hommes comme entraîneurs, aucun ne m'a demandé si j'avais mes règles ou pas, mais c'était aussi l'orgueil. Hein. Voilà. mais n'empêche que, ne serait-ce que pour appréhender l'entraînement, savoir en fait comment anticiper parce que l'endométriose là c'est une maladie, et donc du coup effectivement aujourd'hui il y a des guides, il y a des modules pour permettre aux entraîneurs de mieux appréhender l'entraînement des jeunes filles qui sont en fait qui connaissent l'endométriose. Oui, il y a encore des choses à faire, mais c'est impressionnant parce que on voit en fait le taux, gérer la variation de l'entraînement améliorer en connaissance de justement des techniques en fait pour durer, même si on est on est réglé, parce qu'on dira pas à l'arbitre, monsieur l'arbitre, je suis fatigué, on remet la compétition à demain. Donc du coup, à l'instant T, le jour J, à l'heure H, il faut être performant. Et en cela, on travaille et on appréhende maintenant avec les services de la performance pour justement prendre en compte la santé physique des sportives. Laura, vous m'aviez confié aussi, quand on a préparé le podcast, une anecdote sur votre grossesse et une phrase qui m'a marquée. C'était « ce n'était pas un acte manqué ». Parce que, bon, alors il y a toute l'anecdote qui va derrière, et je pense que si vous êtes d'accord, j'aimerais qu'on la partage au public et aux gens qui écoutent le podcast, parce que c'est vraiment inspirant, moi je trouve, d'entendre ça, surtout effectivement de la part d'une sportive de haut niveau. Oui. Alors effectivement... Alors, je suis de la génération des cabines téléphoniques à pièces. Donc, du coup, on se reconnaîtra. Donc, effectivement, lorsque j'ai commencé l'escrime, il y avait très peu d'antillaises, mais il y avait encore très peu de femmes qui continuaient la compétition gérée post-grossesse. Donc la maternité, c'était une parenthèse gérée post-carrière. Et effectivement, je me suis dit non, je veux connaître les deux, toujours plus, mais c'est ça aussi, même pas peur, toujours plus, mais en même temps, quel bonheur de connaître aussi les joies de la maternité, tout en étant championne, entrepreneur et après ministre. Mais sur ce moment-là, pour moi, c'était un acte manqué si je n'osais pas en fait le dire. Donc, comme j'avais beaucoup gagné, donc je suis allée en fait faire une proposition à ma fédération et leur dire que post-jeu, quelque part, je voulais rentrer à nouveau dans cette équipe de France, et on avait comme une chance. On avait gagné l'obtention d'organiser les championnats du monde à Nîmes. Donc, ils m'ont donné une wildcard, et bien évidemment, c'était si ma fille dormait, si moi j'étais bien. Et donc, du coup, 4 mois après, grâce à cette wildcard, je suis devenue vice-championne du monde. Celle qui était devant moi, elle revenait de blessure, elle s'était faite les croisés, et là, elle était vraiment en fait athlétique. Moi, j'étais encore enrobée par les grossesses, les grosseurs de la maternité. Mais j'ai fait un jeu de poker, j'ai bluffé, j'ai une belle médaille. Et en fait, ce que je fais, c'est que je monte sur le podium avec ma fille. Donc du coup, l'idée, c'était de leur dire, on peut toujours y arriver. Et j'ai
j'ai déplacé un petit peu le curseur, lutter contre les paradigmes, comme on veut, de la gouvernance, parce que le sport était encore régenté par des hommes, pour des hommes. Les hommes, on vous aime, mais Coubertin le disait, les femmes, c'était pour remettre les médailles. Et donc, du coup, j'ai commencé à opérer une vision de la gouvernance du sport différemment. Si moi, je ne pouvais pas, en fait, quelque part, faire bousculer ce changement, quelque part, on perdait. Et c'est vrai que je vous parle de ça en 2001. Et c'est en cela que, quelque part, je me suis autorisée à entendre un nom de la fédération. En fait, ils ont dit oui. Donc ça veut dire aussi qu'on peut avoir des alliés et ne pas être tout le temps, en fait, obligé de parler de quotas. Puisqu'il y a cette phrase aussi, à un moment donné, qu'on échange pendant la préparation, c'est on peut être femme et championne, et on peut être femme et performante. Tout à fait. En fait, j'ai tout voulu cocher, donc jusqu'à aujourd'hui, c'est mon fil conducteur. C'est de la pression, c'est accepter la pression. Pour moi, c'est un moteur, c'est l'équivalence de l'essence qu'on met dans la voiture. Mais je suis une épicurienne, j'aime la vie, j'aime l'humain, donc du coup, je suis aussi focalisée. Mais derrière, il n'y a que de la répétition. La répétition, pour connaître ses process, les réécrire. En revanche, j'ai toujours accepté de par moment, mal faire. Mais j'ai toujours aussi accepté de regarder la personne ou les personnes qui avaient les réponses justes sur le moment pour me tirer vers le haut. Et c'est en cela que, quelque part, j'étais contente et même fière de pouvoir dire oui, j'ai eu ma fille pendant ma carrière, mais ça ne devrait pas être, je dirais, à être applaudi. Ça devrait être, en fait, une tolérance. Et aujourd'hui, on a en fait pléthore de femmes qui reviennent dans tous les sports. Et ça, quelque part, on a compris que la femme, elle pouvait être opportuniste, bienveillante, mais performante. Salomé, j'aimerais qu'on fasse un petit pont aussi vers le monde du travail. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de femmes qui attendent le plus tard possible pour annoncer leur grossesse à leur employeur, par peur d'être mises de côté. Alors, grossesse dans le sport, grossesse en entreprise, c'est un peu le même combat. Bon, on va pas se mentir. Après, ça dépend beaucoup aussi du corps de métier, du poste. Quand on va être sur des postes à risque avec un engagement physique, souvent on va la déclarer la grossesse parce que du coup il va falloir protéger la mère et l'enfant. Après effectivement, dès qu'on se tourne sur des postes de cadre ou des postes à responsabilité, et encore une fois ça dépend aussi de la culture d'entreprise, parce que la grossesse elle n'est pas que mal vue, et il y a des gens très bien qui l'accompagnent même en entreprise, mais on va retrouver un peu ça, ce système de il faut que je teste parce que je vais être mise au placard ou mise de côté, vraiment plutôt dans les grandes sociétés, j'ai pas envie de les cibler, mais on le sait, dans les grosses boîtes, en général quand on est dans les petites entreprises familiales, il y a beaucoup plus de bienveillance, et d'ailleurs on le voit, les PME, c'est pas du tout les mêmes problématiques, mais oui malheureusement ça existe. Laura, j'aimerais aussi qu'on parle d'un autre volet de votre vie, qui est la reconversion après le haut niveau. Vous l'avez vécu, C'est aussi une épreuve de santé, j'ai envie de dire, puisque c'est une identité à reconstruire. Vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure. Tout à fait. En fait, on quitte une famille pour se retrouver presque dans la rue. Si on n'a pas préparé, c'est complexe. Mais si on l'a préparé, c'est difficile quand même. Donc imaginez, un chiffre, on met 6 à 8 ans post-compétition pour trouver une sérénité professionnelle. Donc du coup, c'est quand même complexe. Lorsqu'on sort du haut niveau, souvent en fait, on n'intéresse plus personne, les partenaires sortent, arrêtent, c'est un contrat qui est stipulé, et derrière, les téléphones ne sonnent plus. Le téléphone ne sonne plus, on ne nous répond plus. Donc, effectivement, j'ai été interpellée. Alors, moi, j'ai fait un sport dit amateur avec un rythme de professionnel. J'avais des partenaires, mais j'ai travaillé. Donc, en fait, j'ai structuré mon après-carrière et ça a été compliqué. Donc, du coup, fort de tous ces départs, de ces arrêts, et aussi des surprises. On a des très belles reconversions. On a des sportifs qui ont des diplômes, qui sont médecins, qui sont cardiologues, mais on a aussi des sportifs qui ont l'intelligence de transformation sans le diplôme. Nous sommes en France et nous, ce qu'on demande en priorité, c'est un diplôme. Donc du coup, fort de toute cette complexité, j'ai co-créé en fait il y a 3 ans une école pour accompagner les sportifs de haut niveau, même sans condition de diplôme. L'idée, c'est de transformer, et on a créé en fait un module sur
l'estime de soi, le premier. Donc effectivement, j'ai fait des études, j'ai fait aussi une formation de coaching des équipes d'excellence, puisque c'était ce qui m'animait, et j'ai posé sur le cadre, et on a co-créé cette école pour les accompagner sur des métiers passion. On a pris en compte aussi, de la pertinence de la réponse du terrain. Il y a des métiers sous tension, et nous sommes des sportifs sous pression. Donc du coup, on a travaillé et on a programmé un accompagnement pour ceux qui sont en urgence, et une réponse pour les plus, on va dire, les plus jeunes. Et l'idée, en fait, c'est d'amadouer et d'amener une connaissance du territoire, voire certains deviennent des entrepreneurs. Mais encore faut-il connaître les clés de l'entreprise. Donc, du coup, on a co-créé et on a travaillé sur l'estime de soi. C'est pour ça que, quelque part, si vous avez des connaissances des sportifs, en fait, il dira toujours « ça va », mais ça n'ira pas. Et donc, du coup, on le voit sur l'engagement. Et c'est en cela que quelque part, on s'est dit, on n'a pas le droit de ne pas, en fait, leur donner cet accompagnement. Et il y a 2 jours, j'étais au Loup et à Chambéry le soir, parce que même dans les teams professionnels, il y a ce regain d'intérêt. On reste humain. Et donc, derrière, on a une énième vie. Et à la fin de ma carrière, c'est une anecdote, je n'ai pas fait de livre. Donc, n'achetez pas de livre de Laura Flessel. Ça, c'est une première chose. Parce que je n'ai pas encore trouvé l'angle. Mais j'avais rencontré, en fait, une éditrice qui me disait, alors, on fait quoi? Et moi, je me suis mise à pleurer. Je lui ai dit, mais je sais pas, j'ai pas envie de parler comme tout le monde, j'étais championne. Elle m'a dit, sèche tes larmes, moi, je suis à ma 9e vie. Aujourd'hui, je suis à la 5e. Peut-être que je vais trouver un angle. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, ça reste complexe. Mais l'idée aussi, c'est de se dire qu'il y a toujours une main tendue quelque part. Il faut juste bien regarder. Laurent, on parle de sport de haut niveau. Mais pour les femmes qui n'ont jamais fait de sport et qui ont un rapport difficile à leur corps, alors c'est peut-être des personnes qui sont ici, mais aussi qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je leur dirais que tout comme le Covid, lorsqu'il fallait sortir 1 heure, tout le monde cochait la case « je pratique ». Eh bien, continuez à pratiquer sans ce questionnaire qui vous oblige à faire, en fait, à sortir. Mais plus sérieusement, j'ai envie de dire, vous pouvez ne pas aimer, mais essayez d'utiliser, en fait, votre corps comme un outil d'amour. Et si, quelque part, vous pouvez en fait pratiquer ou découvrir. Moi, j'ai des copines, elles sont toujours en, je dirais la marque, mais en talons aiguilles. Et en fait, avec l'âge, elles commencent à descendre des talons aiguilles. Et on leur dit, mais essayez de changer de chaussures pour des baskets. Mais c'est ça. Faites-le une fois, seul, si vous n'aimez pas, accompagnez. On trouve toujours en fait des solutions. Testez. Osez tester. Juste pour votre santé. Après, effectivement, j'ai couru toute ma vie et aujourd'hui, je déteste courir. Je fais autre chose, je marche, je pousse la petite balle et le golf. Il n'y a que des opportunités. Et cette grande famille du sport a énormément en fait, de potentiel. Mais osez en fait découvrir. Et ne vous cachez pas derrière monsieur qui va faire son sport ou les enfants. Non, il faut aussi le faire pour soi. Parce que lorsqu'on est bien, on est plus en bienveillance pour le reste de la famille. La santé, alors on en parle effectivement, hein, beaucoup du corps. Mais il y a aussi tout ce qui se passe au-dessus des épaules. Et tout ce qu'on porte sans que cela se voie. Alors oui, je te regarde Véronique, parce que bien évidemment, j'ai envie de parler de la tête, de la charge et du silence qu'on a sur nous. La charge mentale, surtout, alors oui, c'est un mot que les médias portent beaucoup. Est-ce que c'est des mots que tes patientes aussi emploient elles-mêmes ? Non, pas vraiment, ou alors c'est du mimétisme parce qu'elles ont lu le dernier catalogue ou entendu quelque chose à la radio. C'est pas les mots qu'on attend, nous, dans le monde soignant. Laura parlait des émotions, c'est comment vous gérez vos émotions du quotidien. Qu'est-ce qui vous met en difficulté? Mais d'un autre côté aussi, qu'est-ce qui vous fait du bien? Et cet équilibre entre les deux peut être minime. C'est-à-dire, effectivement, les enfants sont à l'école, ou etc. Je pars dans les bois et je vais marcher une demi-heure. C'est juste trouver cette notion d'équilibre entre les deux. Les émotions. Alors la charge mentale, oui, ça fait du bien. Mais on va retomber dans les clichés.
toujours qui nous sont imposées, dont il faut correspondre aux habitudes, etc. Faut pas déroger à la règle. Mais non, tout à chacun est complètement différent. Arrêtons de vouloir ressembler, etc. Au niveau de la santé mentale, nous, ce qui nous inquiète le plus avec nos collègues, c'est justement l'impact que ça peut avoir sur nos jeunes. Parce qu'on a l'impression effectivement qu'ils se forgent ou qu'ils ne cherchent qu'à ressembler à l'autre. Mais l'autre, s'il est stéréotypé et stigmatisé, je suis pas du tout intéressé, quoi. Moi, je suis grand-mère, oui, effectivement. Et l'autre jour, mon petit-fils me dit, j'ai gagné 2 vies. J'ai dit, là, il va falloir quand même que tu m'expliques. Parce que, mais c'est impressionnant. Parce que je veux dire, il n'est pas très vieux, mais il avait gagné 2 vies. Et là, il faut repartir dans le schéma. Attends, je vais t'expliquer la vie, c'est pas comme ça. Et tu peux pas gagner de vie. Donc, toujours dans ce côté préventif. Attention, ne racontons pas n'importe quoi. Et l'impact de l'environnement familial, de l'entourage, est méga important. Et c'est toujours l'autre qui va nous ramener attention, je te trouve pas comme d'habitude. Ou je trouve que tu es de mauvaise humeur depuis très longtemps. Et c'est des petits signes annonciateurs qui vont peut-être nous permettre qu'à un moment donné, ils vont pousser la porte ou prendre le téléphone, peut-être en parler à la pharmacienne, au kiné, qui vont aller voir. Donc c'est tout ce maillage qui existe. Et comme on est en liaison et qu'on va pouvoir se parler, je pense qu'on va pouvoir éviter plein de choses. Communication, bien sûr. Mais l'exemple des sportifs est phénoménal. Je pense que tous les jeunes qui font du foot, du rugby ou peu importe, quand ils commencent à parler du coach, c'est quand même... je pense qu'ils ont un impact, mais même vous, sur le niveau... mais je veux dire, les gamins qui disent, oui, mais le coach a dit que... Donc effectivement, il faut aussi qu'on utilise tous ces gens qui sont des médiateurs, je dirais, par rapport à toute l'éducation qu'on peut donner. Dans les dispositifs que tu suis, la santé mentale, est-ce qu'elle est prise en charge à la hauteur de l'enjeu? Surtout, alors bon, ici oui, mais où les professionnels sont un petit peu plus rares. Moi, je vais vous dire qu'il n'y en a jamais assez. Mais je pense qu'on est comme Laura dans sa compétition. Moi, j'en veux toujours plus. Je voudrais plus. Je voudrais plus d'humains avec des professionnels adéquats. Je voudrais plus de temps. Je voudrais toujours plus. Mais je pense que c'est ce qui nous anime, en fait. Oui, et je vais rebondir, c'est que le sportif de haut niveau a tellement montré qu'il était, on va dire, un super sportif, qu'aujourd'hui, en fait, on redescend et on a de plus en plus de récits de sportifs, de personnes, en fait, des personnes talentueuses qui disent « mais nous aussi, on a souffert ». Ou nous aussi, et je pense que ça va permettre de ne pas vulgariser, je dirais, la santé mentale, mais de prendre en compte que finalement, nous ne sommes pas des super-héros et que nous sommes juste, en fait, des personnes aujourd'hui qui recherchons le bien-vivre. T'as pas gagné de vie, hein. C'est clair. Non. Non, je n'aime pas. Enfin, bon, j'ai pas gagné de vie, mais je suis en fait très pragmatique. Forcément. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de deuxième vie, c'est bien sûr les jeux avec le e-gaming, mais en fait, il faut aussi que le rôle des parents puisse encadrer. C'est comme dans tout. C'est-à-dire que si on n'encadre pas, il peut aller chercher une troisième, comme perdre aussi les 2 premières vies qu'il a eues. Sauf que dans la vie de tous les jours, je dirais, une erreur de quart, on a les fesses par terre. Donc c'est en cela qu'il faut aussi se dire, on peut se permettre d'oser rêver, mais en revanche, il faut toujours connaître le cadre. Et pas arrondir systématiquement les bouts carrés. Dans une carrière comme la vôtre, Laura, justement, qui est sous pression, comment on protège sa tête et pas seulement son corps, parce que bien évidemment, son corps, c'est son petit travail, mais sa tête. Dans la vraie réalité de la vie, pour moi, c'était les couches culottes, les rages de dents de ma fille. Et j'ai grandi avec elle. Et en fait, je voulais connaître les joies de la maternité, être omniprésente et être championne. Et en fait, la réalité a montré que non, c'était une organisation et que par moment on pouvait faillir. Donc j'ai accepté en fait d'être, d'avoir toujours d'être dans les meilleures conditions et d'accepter de faire moins bien par moment, peu importe, dans le rôle de la famille, des amis. Effectivement, j'ai pas eu une adolescence où j'avais
j'allais faire la fête parce que j'étais en compétition, et puis il y avait les entraînements, les stages. Donc du coup, j'ai pas eu ça, mais mes amis ont compris aussi que c'était un engagement et ils m'ont jamais tenu en fait rigueur. Et ils savaient que lorsque j'étais là, ben hop, on profitait. Donc j'étais agile, et je pense que le sportif aujourd'hui se doit d'être agile, et nous dans la vie de tous les jours, puisque je suis redevenue, je dirais, non sportive, et ben j'essaye d'être agile. Véronique, est-ce qu'il y a des sujets ou un sujet dans la santé mentale dont on ne parle toujours pas assez, que tu aimerais aujourd'hui briser peut-être ce soir? Alors tu vas me dire plein de choses forcément, puisque tout à l'heure tu m'as dit toujours plus pour... Parce qu'effectivement, on est toujours dans ce toujours plus. Mais je pense que c'est ce qui motive tout soignant, que ce soit la santé mentale. Moi, je trouve qu'on est vraiment en carence par rapport à cette notion de prévention, d'information par rapport aux jeunes. Parce que derrière, tout va découler. Tout est effet domino. Parce que derrière, on va être préventif avec les jeunes. Et peut-être qu'on va éviter ou amoindrir le risque suicidaire à un moment donné. Parce que tout se lie et tout se découle derrière. Ouais, les jeunes, la prévention sur les jeunes, couplée avec le risque suicidaire, hein, tous nos collègues des associations, là, c'est ça. Et puis, je pense aussi... le côté préventif par rapport à des pistes. Enfin, je veux dire, faut qu'on arrête de dire bon ben là, oh attends, t'es un petit peu dépressif, bon tu vas prendre un antidépresseur, d'accord, puis ça va aller mieux. Mais c'est pas que ça. À un moment donné, peut-être que dans nos parcours, vous, moi, demain, on en aura besoin. C'est pas du tout ce que je remets en cause. Mais je pense qu'il y a d'autres stratégies qui peuvent être mises en place. On a eu nos collègues qui font de la sophro, on peut faire de la relaxation. De l'escrime, par exemple. Ça aurait pu m'intéresser, ça. À Rouen, il y a dans un centre psychiatrique, je suis allée au moment où j'étais en fait ministre, je suis allée voir parce que l'idée c'était du sport partout. Donc du coup, même aussi, j'irais dans les milieux fermés. Et donc du coup, on a eu l'invitation d'un hôpital psychiatrique qui avait déclenché en fait un programme autour de la pratique autour de l'escrime. Alors moi, j'étais ravie, bien sûr. Donc je me suis retrouvée à Rouen. Et en fait, les patients me disaient, fort de ça, on a revu en fait la programmation des médicaments et on a la sensation d'avoir des contractures. J'aurais dit, continuez. Et donc du coup, effectivement, il ne faut pas avoir peur de tester. Et le sport, c'est aussi une réponse non médicamenteuse en plus. Mais c'est ça, c'est là où c'est intéressant, c'est là où je veux en venir. Alors bien sûr qu'il faudra toujours un apport médicamenteux à un moment donné, enfin, on ne veut pas revenir là-dessus. Mais je pense qu'il y a tellement d'outils qui sont à notre disposition. Effectivement, sur des pathologies lourdes, oui, il y en a, c'est comme ça. Mais je veux dire, les emmener juste à un moment donné, faire une marche dans un bois, retrouver l'extérieur, le sortir vers l'extérieur. Le problème, c'est qu'ils sont dans un intérieur. Alors, leur propre intérieur, je vous explique pas dans quel état il est. Et en plus, on les met quelque part dans un cadre. Alors, on nous dit cadre sécurisé. Oui, on peut l'entendre aussi. Mais je crois qu'il faut bouger les lignes de ce cadre sécurisé et de mettre des arbres et de la pelouse dans une cour de n'importe quelle institution. Ça n'a jamais tué personne. Bien au contraire. Il y a de plus en plus d'équipes, honnêtement, qui se mettent le sport, la marche. Et puis il y a des trucs très faciles et qui ne demandent pas des investissements onéreux, parce qu'on est aussi dans un contexte social, politique, etc., où tout le monde nous dit attention, n'engagez pas trop. Oui, mais on peut l'entendre. Mais on peut faire des choses complètement faciles par rapport à ça. Partie de pétanque, ça ne demande pas non plus un investissement terrible. Hein. Puis, une précision, lorsqu'on dit sport, c'est sport et culture. C'est-à-dire qu'on associe systématiquement les activités qui permettent d'avoir en fait de l'émotion. Et en fait, quelque part, on valorise la personne qui est en face. Donc du coup, on est dans le champ des possibilités. Et je vais prendre une anecdote, si on a le temps. Oui. Lorsqu'on a eu les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, de manière gouvernementale, on a tenu à travailler interne, de manière à travailler avec tous les ministères. Donc on a travaillé en communion avec
tous les services, tous les ministères, pour que derrière, on ait une réponse performante pour 2024. C'est la sécurité, c'est la santé, c'est la billetterie, c'est l'event, c'est la cybersécurité. Mais en fait, on a travaillé, on a balayé ensemble, on a trouvé des solutions et on a testé, on a réussi. Donc en fait, lorsqu'on veut aussi gérer le fait de travailler, gérer tous ensemble, l'écosystème peut être amélioré. Quand je vous disais qu'on était très constructif, parce que quand on n'a rien et qu'on veut, ben, il faut bien qu'on invente. Et je pense que la moindre chose peut devenir un outil extraordinaire. Donc utilisons et écoutons les gens aussi. Moi je suis très à l'écoute et respectons ce qu'ils sont et si on veut être respecté. Le sport permet alors, effectivement, moi je l'ai vu dans mes unités, mais je l'ai vu aussi au niveau de la gestion des équipes, cette notion de respect. Je respecte l'autre parce que globalement il fait la même chose que moi et j'ai pas à être meilleur ou moins bon. Peu importe, je passe du temps avec l'autre. Prendre soin de l'autre, Véronique, j'aimerais, si tu es d'accord, pour les hommes qui nous écoutent, qui sont pères, frères, conjoints, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement quand une femme de leur vie ne va pas bien et elle ne le dit pas? Je pense qu'ils peuvent l'écouter et puis la regarder. Le regard. Enfin, je veux dire, on se connaît. À partir du moment où on vit ensemble, on va savoir, à un moment donné, etc. Regardez l'autre, écoutez, observez. Parce que c'est un amoncellement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de tout petits signes qui vont se mettre en alerte. Et puis, c'est aussi à nous de dire, je pense, aussi. Donc, moi, je le fais, ça me pose pas de problème. Ah non, mais là, je vais pas bien. Parce qu'il faut qu'on le dise aussi. Faut pas toujours qu'on reste passif par rapport à ça. C'est à un moment donné dire ok, ben là moi c'est bon, il faut que je me pose parce que j'ai plus envie d'entendre, j'ai plus envie parce que j'ai plus la capacité. Et il faut savoir le dire. Et ça c'est une démarche qui se fait pas du jour au lendemain. Mais néanmoins, prenons la parole. Alors c'est pas le côté du tout féministe, mais écoutons l'autre aussi. Parce que peut-être qu'on a fait des choses, nous, qui l'ont mis en difficulté, ou qui a mis l'autre en difficulté, et qui en fait ne font qu'envenimer des situations qui au départ étaient complètement anodines. Je vais me tourner vers vous, mesdames. Si vous ne deviez laisser qu'une chose aux personnes qui sont là ce soir et qui nous écoutent, un réflexe, un mot, un geste, lequel serait-il ? Moi, je dirais aux hommes, aux femmes de Corrèze, de Haute-Corrèze et même de tout, partout, juste votre santé, elle compte. Prenez le temps de vous écouter, prenez le temps de chercher l'information et prenez le temps pour vous. C'est pas être égoïste, c'est juste prendre soin de soi. Et si vous voulez prendre soin des autres, de votre entourage, pensez à vous. Moi, je dirais prenez soin de vous. Moi, je dirais merci déjà d'être venu. Il y a beaucoup d'informations, mais prenez une information et allez en fait disséminer, essayez de passer le message et bien sûr sans vous oublier. Voilà. Merci beaucoup. Alors on arrive à la fin de cet épisode. Alors ce soir on a parlé du corps qu'on n'écoute pas toujours, de la tête qu'on oublie parfois, des silences qu'on garde trop longtemps. Et on a entendu autour de cette table une même chose dite de 4 façons différentes. Prendre soin de soi, c'est pas un luxe. Alors la question du début, je vais vous la laisser. Et si on prenait soin de nous ? À partir de ce soir, pour vous, pour celles et ceux qui comptent pour vous. Merci à mes 4 invités d'avoir répondu présentes. Salomé Siblac, Véronique Pellamati, Laura Flessel et Pauline Blé, qui nous a quittés tout à l'heure et pour une excellente raison, puisqu'on va la retrouver maintenant dans quelques instants sur scène. Merci à Sentez-vous Femmes, à Haute-Corrèze Communauté, au département de la Corrèze et à la ville d'Ussel pour cet accueil. Merci à toutes les équipes pour cette journée et merci à vous, le public. Sans vous, ce n'est qu'un micro et une table. Alors merci, la soirée elle n'est pas finie, restez bien installés. Dans quelques minutes, donc Pauline monte sur scène avec Vapeur. Prenez soin de vous, même pas peur.